Donc, je suis professeure au sein du laboratoire de génie chimique de l'Université de Liège, donc au sein d'un département de chemical engineering au sens large où on retrouve évidemment différentes expertises, dont celle liée au traitement des boues d'épuration dont je m'occupe, et également ce qui concerne, en tout cas pour ma partie, l'analyse environnementale de procédés par analyse de cycle de vie. Donc dans le contexte de cette étude qui a été commandée par le pôle Greenwind en concertation avec les clusters Val Plus et Tweed, l'idée est un petit peu de brosser un panorama des technologies innovantes au niveau de l'Europe, voir un petit peu ce qui ressort, que ce soit au niveau de la littérature, que ce soit au niveau des projets en cours, un petit peu voir au niveau des brevets également quelles sont les tendances qui apparaissent. Donc petit balayage rapide de la structure de l'exposé, donc j'ai un petit 3/4 d'heure devant moi, donc il y a moyen de raconter plein de choses, mais heureusement les personnes qui m'ont précédé m'ont facilité la tâche, mais également celles qui vont me succéder, donc à certains moments j'irai plus vite sur certains slides parce que les informations principales vous ont déjà été communiquées, notamment tout ce qui concerne la filière boue, le gisement, maintenant les chiffres sont clairs dans votre tête j'espère. Juste un petit mot sur le cadre législatif, ensuite on passera vraiment en revue les techniques virtuelles de valorisation et ensuite vraiment le cœur de l'exposé, les axes de recherche, projets en cours et passés, parce que vous allez voir qu'il s'est passé beaucoup de choses précisément dans le domaine des boues d'épuration ces dernières années, à différents niveaux. Quelques mots également sur les technologies innovantes que l'on peut retrouver, donc là c'est plutôt des case studies, on va dire ça comme ça, quelques mots également sur l'impact environnemental et un peu de prospective. Donc c'est peut-être une déformation professionnelle, mais j'aime bien toujours situer le contexte dans lequel je me situe. Donc la filière boue, on vous l'a montré, mais simplement ici c'est pour vous situer que globalement quand on parle de station d'épuration, on parle souvent de pré-traitement, traitement primaire, secondaire, tertiaire. Typiquement le primaire, c'est là où vous récupérez par des opérations physiques les boues qui sont plutôt minérales. Le secondaire, c'est vraiment le cœur du traitement biologique où la pollution biodégradable va être éliminée grâce à l'action des fameuses boues activées dont on a déjà parlé et dont l'excédent va être soutiré, parfois mélangé aux boues primaires pour former ce qu'on appelle les boues mixtes. Boues primaires, boues secondaires, boues mixtes. Et enfin le traitement tertiaire qui maintenant se généralise et qui donc a pour objet typiquement de traiter le phosphore et l'azote et qui va être également l'origine de boues tertiaires, parfois organiques, parfois physico-chimiques, ça dépend, mais généralement quand on parle ici boues d'épuration, c'est plutôt boues secondaires ou boues mixtes dont il est question de façon générale. Donc petit rappel, ce sont des chiffres qui sont cohérents avec ceux qui vous ont été indiqués ce matin. On considère que par équivalent habitant dont les eaux vont être traitées et par an vont être produits entre 15 à 20 kg de matière sèche de boue. Alors si on regarde maintenant la structure d'une station d'épuration, donc on part d'une eau usée au travers de différentes opérations, donc du primaire, du secondaire, on va arriver à cette eau épurée, mais nous ce qui nous occupe aujourd'hui, ce sont ces boues qui typiquement en sortie de station vont être des boues déshydratées par une opération mécanique, ce qui veut dire qu'on va encore avoir grosso modo 70 à 85% d'eau au sein de la matière. Donc si on regarde maintenant ce qu'on appelle la filière boue, donc typiquement le traitement de cette biomasse qu'on obtient en sortie de traitement biologique, il va falloir l'épaissir, la stabiliser, ça peut être une opération de chaulage, que ce soit en pré- ou post-déshydratation, typiquement à des fins d'épandage agricole, puisqu'on sait qu'au niveau valorisation agricole, les agriculteurs sont friands des boues également pour le ramendement calcique. On peut également imaginer une digestion des boues qui va permettre à la fois la production d'un digestat, on en a parlé, puis également du devenir de ce digestat, mais surtout la production d'un biogaz qui peut être valorisé en cogénération, et on verra des exemples d'intégration plus tard, typiquement en Flandre, où ce gaz va être donc brûlé et la chaleur récupérée pour tout ce qui concerne le séchage des boues en préalable à de l'incinération, si on parle d'intégration énergétique. Quand on parle digestion, on peut faire des pré-traitements également pour améliorer les performances de la digestion, que ce soit de la thermolyse, que ce soit du microbroyage, mais également maintenant on voit pas mal de projets où on va co-digérer les boues avec d'autres substrats organiques. Donc on sait bien qu'également le gros problème des boues, c'est leur teneur en eau en sortie de station d'épuration. Donc évidemment, la déshydratation mécanique, c'est le moyen le moins coûteux énergétiquement parlant d'enlever de l'eau. Donc si on regarde nos stations d'épuration, les techniques les plus répandues sont la centrifugation, essentiellement pour les grandes stations. On retrouve des filtres à bord, des filtres presse sur les autres stations d'épuration. On peut également citer des combinaisons de techniques qui vont allier à la fois centrifugation et séchage, comme le centri-dry par exemple. Alors quand on parle de valorisation, donc ce qui vient finalement après la déshydratation mécanique, quoique dans certains cas pour la valorisation agricole on peut faire de l'épandage direct en voie liquide, ça se fait en foresterie par exemple en France, il y a des exemples qui sont répertoriés. On peut également faire de l'épandage direct de boues déshydratées avec des épandeurs relativement classiques,
avec généralement un choulage qui a été réalisé. On peut également faire cette valorisation agricole après une étape de compostage ou éventuellement après séchage. C'est moins couramment répandu, mais c'est vrai qu'on peut imaginer que épandre des granulés secs, ça peut également avoir certains avantages. Quand on parle de valorisation énergétique, typiquement on parle soit d'incinération dans un four spécifique, mais qui va demander un séchage préalable, soit une co-incinération des déchets ménagers, ou une co-incinération par exemple en cimenterie, où là en plus on va valoriser le contenu minéral qui est contenu dans la boue. Alors un petit mot qui n'a peut-être pas été abordé tout à l'heure, on a parlé des coûts énergétiques associés à la filière boue, mais si on parle de coûts en monnaie sonnante et trébuchante, on se rend compte en fait que le coût de la filière boue uniquement est pratiquement équivalent au coût de l'épuration de l'eau dans son entièreté, donc arriver jusqu'à la production des boues. Donc vous voyez que ce soit au niveau des coûts d'investissement, d'opération, coûts totaux, on arrive à une balance 53-47, mais quand vous voyez les barres d'erreur, finalement, on ne peut pas considérer qu'il y ait une différence vraiment significative, on peut considérer que les coûts sont équivalents. Et quand vous regardez les bouquins de référence, c'est souvent une anecdote qui est citée par certains chercheurs, quand on regarde la part dédicacée au traitement de l'eau par rapport à celle dédicacée au traitement des boues, on est loin du 50-50, c'est quelque chose qui est en train de changer, mais voilà, jusqu'il y a peu de temps, finalement, la partie traitement des boues, c'est un petit peu le parent pauvre, on va dire, des bouquins de référence, mais c'est en train de changer. Alors le gisement, on vous en a parlé, donc moi je viens avec des chiffres qui sont vraiment une synthèse de ce qui vous a été dit, sachant qu'en préambule, je vais vous dire qu'il est relativement compliqué d'avoir des données récentes et fiables, car les données sont transférées depuis les États vers Eurostat. On sait que déjà même au sein des États membres, c'est compliqué d'obtenir les infos en fonction de si elles sont détenues par des intercommunales ou bien par des groupements un petit peu plus structurés. Et il faut également savoir qu'entre ce que je vais appeler la zone Union européenne des 15 ou des 12, on a également des différences de qualité de données, sachant que dans nos pays, on va dire Union européenne des 15, Union des 15, on a des données qui sont relativement plus fiables. Et donc si vous regardez les statistiques et comment elles ont évolué, il y a eu évidemment toute une distinction des chiffres entre avant et après l'arrivée des 12 derniers pays dans l'Union. Donc ce qu'on peut voir, c'est que globalement, l'Union des 27, à l'horizon 2020, ce sont les chiffres que vous avez vus tout à l'heure. On s'attend à une augmentation de la production qui va aller jusqu'à plus de 13 millions de tonnes de matière sèche. Et si vous vous souvenez, ce que je vous ai dit tout à l'heure, en sortie de station d'épuration, les boues contiennent encore entre, on va dire, 70-80% d'eau en fonction des traitements, après déshydratation mécanique. Et donc ces quantités-là qui sont exprimées en tonnes de matière sèche, vous pouvez les multiplier facilement par 4 à 6. Donc ça donne une idée finalement des tonnages relativement importants qu'il y a à valoriser sur le territoire européen. Mais si on relativise ça, une étude récente montre que finalement ces tonnages, ça ne représente quand même que 5% de ce qui est qualifié de farm et bio-waste. Donc vous voyez que c'est une part à valoriser, mais qui fait partie d'un contenu global encore bien plus important. Alors, quand on parle de la production, elle est relativement inégale au sein des deux zones, anciens et nouveaux pays membres de l'Union européenne. Quand on regarde l'Union des 15, vous avez des pays comme l'Allemagne, le Royaume-Uni, Espagne, France, Italie, qui à eux seuls représentent 73% de la production, alors que dans l'Union européenne des 12, la Pologne à elle seule représente 42% de la production. Et si on cumule ça avec la République tchèque et la Hongrie, on arrive au même niveau que pour les pays de la zone Union des 15 dont j'ai cité auparavant les quantités, donc grosso modo 70%. Alors si on voit ça comme étant de la production spécifique, tout à l'heure je vous parlais d'une moyenne, souvent quand on parle de 15 à 20 grammes, kilos qui sont produits par équivalent habitant et par an. Ce que vous voyez ici, ce sont des moyennes sur l'Union des 15, l'Union des 12. On voit que globalement on va produire plus de boue dans notre région, mais ça est un petit peu lié à la fois au taux de raccordement, au type de traitement, la densité de population et autres. Sachant que le traitement tertiaire qui est à l'origine du traitement, qui est à l'origine également de la production de boue, n'est pas encore répondu dans les ex-pays de l'Est, puisque là il faut le temps qu'ils se mettent à jour au niveau régulation, au niveau législation européenne. Alors au niveau du cadre législatif simplifié, je vais vraiment aller à l'essentiel. Si on voit une augmentation de la production des boues d'épuration de partout, c'est parce que l'Union européenne a forcé ses États membres à s'équiper, à collecter et à épurer les eaux usées. Ça a été médiatisé encore au début de cette semaine puisque la région wallonne, en tout cas la Belgique, a reçu un mauvais bulletin à cause d'un retard en termes d'épuration qui maintenant a été rétabli, mais voilà. Quand on regarde également les autres directives européennes qui s'appliquent, il y a également eu l'interdiction de la mise en décharge de déchets non ultimes. Donc on voit bien dans les statistiques qu'il reste toujours un petit peu de boue d'épuration mise en décharge, mais ça est voué à disparaître, puisque c'est un produit qui contient encore une fraction organique et qui peut fermenter, donc un produit non ultime ne peut plus être mis en décharge.
La boue maintenant tombe dans la directive déchets, n'est pas considérée comme un déchet dangereux, et donc il faut suivre la fameuse hiérarchie de traitement des déchets. Je vais revenir juste sur le slide suivant, qui va tout d'abord de la prévention, essayer de produire moins de boue, jusqu'au final une élimination si on n'a pas d'autre choix, en passant par des valorisations intermédiaires. Et alors la fameuse directive de 1986 concernant l'utilisation des boues en agriculture, on en a déjà beaucoup parlé aujourd'hui. Donc ça spécifie toutes les analyses qui doivent être effectuées, ça fixe des limites en métaux lourds et autres, sachant que certains États vont appliquer des critères plus stricts ou ont demandé des limites pour d'autres polluants qui ne sont pas à la base dans la norme. Alors on dit que cette norme va être placée en révision depuis très très longtemps, mais au final quand on voit les derniers contacts que l'on a eus avec la DG Environnement juste avant cette conférence pour la préparer, il nous a été dit que contrairement au bruit qui courait, cette norme n'était toujours pas, cette directive n'était toujours pas réellement en révision. Donc si je reviens à cette fameuse échelle de l'ANSSI qui est souvent montrée comme étant la hiérarchie à suivre pour traiter les déchets en partant du haut vers le bas, évidemment en premier lieu on essaie de prévenir, et donc c'est-à-dire de mettre en place des mesures primaires pour éviter de produire les boues, en produire moins. Ensuite, la valorisation de choix, c'est la réutilisation. Donc typiquement, ça va être l'épandage agricole. Si on parle de recyclage, on peut également voir là-dedans la récupération du phosphore, dont on a parlé, également la récupération de nutriments ou d'autres produits à valeur ajoutée. On passe ensuite au compostage, qui est une transformation en tant que telle qui est mise en place. On a également l'incinération avec récupération d'énergie, l'incinération brute ou alors la mise en décharge. Et dans tout ce qui concerne l'incinération et la récupération d'énergie, je mentionne que dans certains cas, on ne valorise pas que le contenu énergétique, mais également la matière, typiquement dans le cas de la cimenterie. Et que dans les opérations de gasification pyrolyse, on ne fait pas que profiter du contenu énergétique, mais on garde une partie également du produit sous forme par exemple de gaz de synthèse, qui peut, c'est vrai, servir à de la cogénération, mais pourrait très bien dans le futur servir à refaire de la synthèse chimique, par exemple. Donc si, sur base de ça, on regarde un petit peu quelle est la situation actuelle dans les différents pays de l'Union au niveau des voies actuelles de valorisation et quelques données chiffrées sous les poids associés, mais vous verrez tout de suite que je vais très vite modérer les choses parce que c'est très compliqué d'avoir des données actualisées par rapport au coût de ces différentes filières. De nouveau, vous avez une situation éclatée entre l'Union européenne des 15 et des 12 par rapport à la situation existante en 2005, et puis vous avez la somme des deux, mais vous allez voir que ça n'a pas tellement changé par rapport à ce qu'on peut considérer comme étant la norme aujourd'hui. Alors qu'est-ce qu'on peut constater sur ces graphes? Donc vous avez l'agriculture en bleu, on voit que l'agriculture, la valorisation agricole, on va dire, domine dans l'Union européenne des 15, mais également, et un petit peu moins dans l'Union européenne des 12. Par contre, vous avez l'incinération qui, elle, est dominante dans l'Union européenne des 15, mais pratiquement pas encore mise en place dans l'Union des 12, en tout cas en 2005. Quand on regarde la mise en décharge, elle occupe encore beaucoup de place dans le bloc de l'Est, alors que chez nous, c'est plutôt en régression, de par les directives qui sont mises en place. Le compostage, 21%, 10%, et vous avez également d'autres voies qui sont mises en place. Alors dans ces autres voies ici, qui occupent encore beaucoup de place, vous pouvez avoir du stockage à long terme, l'utilisation en forêt, zone verte, couverture de décharge, également de l'exportation qui se cache là derrière, voire du stockage. Donc si on fait la somme des deux, compte tenu évidemment des productions qui ne sont pas les mêmes en termes de tonnage, et si on fait la balance, vous voyez qu'au final, le panorama pour l'Union des 27 donne quoi? La valorisation agricole reste en tête, 40% des boues valorisées, c'est l'agriculture, ensuite 19% l'incinération, toujours une place une place importante à la décharge, comme on l'a vu tout à l'heure, un pays comme la Grèce ont toujours des forts taux de mise en décharge. Derrière, vous avez le compostage, mais généralement qui est effectué en préalable à une valorisation agricole, et enfin les autres voies de valorisation. Alors si on regarde les derniers chiffres disponibles, les données les plus récentes, alors c'est pas forcément un graphe qui est très lisible, mais simplement ce que ça vous montre déjà, c'est ce qui a déjà été mentionné, c'est qu'il y a un clair manque d'uniformisation au niveau européen. Quand vous regardez les barres et les couleurs relatives et les fractions relatives occupées par les différentes couleurs pour tous les différents pays, donc vous voyez que ces données en question sont relatives typiquement en 2007, 2008, 2009. On voit vraiment que les parts occupées par l'agriculture, par le compostage, l'incinération ou encore la mise en décharge sont vraiment très très variables d'un pays à l'autre. Donc ça montre bien justement cette non-uniformisation par rapport à la stratégie de valorisation des boues à l'échelle européenne. Maintenant, si on regarde donc les derniers chiffres clés par rapport à ce graphe, c'est plus facile de les formaliser sous forme de texte que de faire ça sur le graphe. On constate que pratiquement plus de la moitié des pays de l'Union européenne des 27 utilisent la voie agricole à plus de 50%.
soit par valorisation agricole directe ou soit avec un compostage préalable. Et donc on a également des opérations en sylviculture et réhabilitation de sites dégradés, donc de la végétalisation. 17 pays utilisent l'incinération avec différentes technologies. Sauf exception, les technologies qualifiées d'innovantes comme la pyrolyse ou la gasification restent à l'état de recherche ou de pilote. Je montrerai plutôt vers la fin de l'exposé quand même quelques expériences industrielles qui sont toujours référencées comme étant en tout cas en état de marche à l'heure actuelle. Et on peut également mentionner quelques autres voies comme l'oxydation par voie humide qui est mise en place notamment à Bruxelles-Nord, à Epernay, mais également à Trucazzano en Italie par exemple. Alors, un petit focus sur la Wallonie, même si ça ne prend pas beaucoup de place dans cet exposé, pour vous montrer que, vous voyez, depuis 1994 à 2011, on voit évidemment que la tendance, c'est une production à la hausse, pour arriver aux fameux 44 000 tonnes de matière sèche qui ont été évoquées tout à l'heure en 2011. Et si on regarde grosso modo la balance entre incinération, valorisation énergétique et valorisation d'agriculture, on est à 55-45. Donc, sachant qu'à un certain moment, vous voyez que l'agriculture occupait beaucoup plus de place, puisqu'ici on n'avait encore que du stock, que de l'enfouissement technique, agriculture et pratiquement pas d'incinération. L'incinération s'est largement développée ces dernières années, mais je pense qu'on aura l'occasion de faire un état des lieux tout à l'heure avec une des présentations qui va suivre. Mais la volonté de la région wallonne, à partir du moment où la sécurisation de la filière est assurée, c'est de continuer à aller vers la valorisation agricole quand cela est possible. Alors si on regarde maintenant les tendances pour 2020 qui sont affichées par différents auteurs, différentes recherches, c'est que l'agriculture occuperait 44% de la valorisation au niveau européen, donc ça représente 4% en relatif de plus par rapport à tout à l'heure, mais en masse ça représente 18% en fait en plus, puisque dans le même temps les quantités de boue ne vont faire qu'augmenter. 32% iraient en incinération, toujours 14% en décharge, et quelques autres voies mineures de valorisation continueraient à se mettre en place, mais on voit que le paysage ne va pas se bouleverser d'ici 2020. Et c'est assez logique, hein, quand on suit la logique, quand on suit justement cette fameuse échelle de l'ANSIC, de garder cette philosophie, tout d'abord réutilisation, valorisation matière, avant de passer à l'énergétique. Ce qu'on voit également comme tendance, même si elle occupe encore 14%, c'est la diminution de la mise en décharge. L'incinération va normalement se développer dans on va dire, bloc de l'Est. Et dans ces stations-là, une particularité, quand beaucoup de stations sont en phase de construction et que tout est en train de se mettre en place pour répondre aux normes, ce qu'on voit beaucoup plus se développer que dans nos pays, c'est déjà de mettre en place dès le départ des unités qui permettent de réduire les quantités de boue produites, notamment par des process de thermolyse en préalable à la digestion pour favoriser la digestibilité des boues et au final avoir moins de boue à valoriser. Je vous disais par rapport au coût, on fait encore souvent référence à des études qui ont quelques années. Donc, dans une étude de l'ADEME et CEMAGREF de 1999, des coûts avaient été estimés par tonne de matière sèche. Étude assez complète puisque ça incluait les coûts de traitement en station, mais également tous les coûts d'élimination qui étaient associés aux filières concernées. Donc quand on regarde ces chiffres-là, il ne faut pas les prendre, comme je disais, comme argent comptant, c'est le cas de le dire, mais simplement quand on regarde l'ordre de grandeur, on voit que dans tous les cas, que ce soit pour des petites stations ou des plus grandes stations, en tout cas si on a ici un comparatif entre différentes voies, c'est toujours la valorisation agricole type épandage direct qui va être la moins coûteuse. Ça paraît assez évident puisque c'est là où on a finalement le moins d'opérations à faire. Par contre, si on passe en incinération spécifique, c'est là que l'on va avoir les coûts les plus importants, en tout cas dans le contexte de cette étude. Si maintenant on fait un focus sur une autre étude, donc il y a maintenant 3 ans, différents bureaux, notamment au milieu WRC, ont publié une nouvelle étude pour le compte de l'Union européenne concernant les filières de valorisation des boues d'épuration. Mais il faut savoir que dans leur volet économique, ils ont repris tel quel, copier-coller, une étude en fait qui datait de 2002 de Andersen Essay. Donc ça veut bien dire que c'est pas si facile que ça d'obtenir des données actualisées. Maintenant, qu'est-ce que ça montre? Un petit peu la même tendance que tout à l'heure. Je sais pas que c'est pas forcément écrit très grand, mais je n'ai pu moi non plus faire que des copier-coller, c'est le plus simple. Donc si on regarde les coûts ici associés, on est également aux alentours plutôt des 100 à 250 € la tonne de matière sèche pour toutes les filières qui concernent l'épandage agricole. Par contre, dès qu'on passe en incinération, on voit apparaître un coût lié au séchage thermique et on voit également des coûts associés aux opérations de compostage et autres en fonction des voies qu'on va privilégier. Donc le message, c'est même que tout à l'heure, ça va être forcément la valorisation agricole qui va coûter le moins cher. Mais ce n'est pas tout. Dans cette étude-là, c'est assez intéressant. Ils ont également pris en compte
les coûts évités par l'agriculteur, puisque épandant les boues, ils ne doivent pas épandre des engrais chimiques. Et donc dans ce contexte-là, on peut voir qu'en plus, les bénéfices associés à cet épandage de boue peuvent varier entre 50 à 70 euros par tonne de boue, sèche, les matières sèches de boue qui vont être épandues sur les champs en fonction de la qualité agronomique du produit et donc en fonction de si la boue a été chaulée, pas chaulée. Typiquement, on voit que ce sont les boues chaulées qui vont permettre les économies les plus importantes ou alors une boue qui a été compostée. Donc voilà, je vous dis, l'aspect économique n'était pas très très grand, mais pour vous montrer qu'on ne trouve pas beaucoup non plus de données dans ce domaine. Alors, je passe maintenant aux grands axes de recherche. Tout d'abord, ce qu'on peut trouver dans des revues de la littérature. Comme je disais, première chose, c'est privilégier la prévention de la production, donc faire en sorte de produire moins de boue. Donc on trouve pas mal d'études qui ont pour but d'essayer de minimiser cette production, donc soit par des aspects de lyse cellulaire, de prédation microbienne, on vous a parlé de cela tout à l'heure dans certains des projets européens qui ont été présentés. On peut également essayer d'optimiser des procédés de digestion, également par des thermolyses préalables, par de la codigestion et autres. Également d'autres voies, mais qui sont plutôt liées, on va dire, à la biologie, qui est tout un champ d'études en tant que tel, qui dépasse complètement mon champ d'expertise. Et ici, on focalise plutôt sur les techniques de valorisation une fois que les boues sont produites. Donc c'est un petit peu, on va dire, hors scope, mais je voulais tout de même le mentionner. La première chose, c'est d'éviter de produire des boues, bien entendu. Alors, deuxième axe, c'est tout ce qui est optimisation de voies existantes ou développement de nouvelles voies de valorisation. Alors, qu'est-ce que l'on va retrouver là derrière ? Beaucoup d'études concernent la conversion thermochimique, gazéification, pyrolyse, oxyvapogazéification, si on reprend la présentation de tout à l'heure. Donc tout simplement, on va faire réagir la boue avec, on va dire, un air plus ou moins pauvre en oxygène pour produire soit un résidu liquide, un résidu solide et un gaz qui va pouvoir être valorisé. Alors quand on regarde les études actuelles, quelles sont les tendances, on va essayer de tester des mélanges boue-biomasse pour un petit peu améliorer, on va dire, la fiabilité des systèmes. On va également associer ça avec des cultures d'algues très particulières. On va se focaliser sur la production d'hydrogène. Si on est en pyrolyse, on peut se focaliser plutôt sur la production d'un matériau adsorbant qui pourrait être valorisé, une espèce de biochar, une espèce de charbon actif produit à partir de boue. Ce sont des choses que l'on voit. Alors si on prend maintenant l'axe de récupération du phosphore, ça je pense que c'est quelque chose qui va vraiment prendre de l'ampleur dans les années qui viennent. Donc le phosphore est un élément essentiel à la vie, puisque le phosphore vous le retrouvez dans chacune de vos particules d'ADN qui vous constituent. Et on sait qu'à l'heure actuelle, le phosphore rentre de la chaîne alimentaire essentiellement via tout ce qui concerne l'alimentation. Et quand on regarde l'industrie des fertilisants, pratiquement 90% du phosphore qui va être utilisé est produit à partir de consommation de roches phosphatées, qui est le cours de business de Prion dont vous avez une présentation tout à l'heure. Mais ça reste un secteur qui est fort dépendant des importations des minerais de phosphate, des roches phosphatées. Et donc certains disent que les boues ou les eaux usées pourraient devenir une alternative plausible à l'emploi de certaines quantités de roches phosphatées. Alors certaines revues de littérature font justement balaient les procédés qui existent. On a des procédés en voie humide qui fonctionnent sur les boues, en voie thermique, différents procédés très très particuliers, mais je vous renvoie vers les publications et les références pour ceux qui sont intéressés par ces procédés qui se développent. Sachant qu'il y a des expériences pilotes ou à l'échelle labo assez nombreuses, plusieurs projets européens en cours vraiment qui sont spécifiques à la récupération du phosphore, également de la recherche industrielle pour lequel on n'a pas vraiment de communication, mais on sait que les grands groupes travaillent également là-dessus. Donc on aura l'occasion tout à l'heure, quand je passerai en revue les grands projets qui sont en cours, je vous donnerai justement ces références consacrées au phosphate en particulier. Alors à côté de ça, on peut également penser à essayer de développer à partir des boues des substances à haute valeur ajoutée. Alors, il pourrait exister un marché pour des substances issues de micro-organismes contre des produits de synthèse, donc substituer des produits existants par des produits obtenus sur une base biosourcée, comme on l'appelle aujourd'hui. La boue peut être à la fois un substrat, donc on va venir consommer les éléments nutritifs contenus dans les boues, ou bien on peut également avoir la boue qui va agir comme une petite usine de production et qui va synthétiser les produits que l'on veut mettre sur le marché. Alors, il y a potentiellement un grand nombre d'applications, vous voyez que ce soit en biosorbant, biosurfactant, bioplastique et autres. On vous a parlé des bioplastiques avec l'expérience de la société Anox Clades tout à l'heure, donc qui est une émanation de Veolia. Donc vous voyez typiquement ces fameux biopolymères, donc simplement ils sont encapsulés dans la structure cellulaire. Et donc si on vient après casser ces structures cellulaires, on va aller récupérer ces granules de bioplastique et finalement aller valoriser celui-ci. Alors le seul pilote d'envergure connu, c'était celui qui était situé sur la station de Bruxelles Nord, mais je pense qu'il a été
arrêté pour l'instant. Et donc c'est vrai que la grosse difficulté encore pour passer au stade industriel pour tous ces procédés innovants, ça reste les raisons à la fois techniques et financières, il ne faut pas se cacher non plus. Alors d'autres voies plus anecdotiques dont on entend parler, ce sont les piles microbiennes qui permettraient de produire de l'électricité, voire des matières premières valorisables à partir des boues. Certains parlent également d'injecter des boues dans des puits profonds, donc là c'est plus tellement de la valorisation, c'est plutôt un petit peu par, on pourrait faire une analogie avec l'enfouissement du CO2, stockage du CO2, on pourrait aller stocker des boues d'épuration à grande profondeur. Celles-ci vont en partie se minéraliser, on peut récupérer du méthane de façon contrôlée, valoriser ce méthane, et l'autre fraction carbonée qui n'aura pas été transformée va finalement reconstituer un stock de carbone dans les sols. Il y a des études qui ont été réalisées aux États-Unis par exemple dans ce domaine. Il y a également tout ce qui concerne les centres d'incinération, on peut également aller y récupérer en partie notamment phosphate, en tout cas phosphore et autres. Certaines autres études plus anecdotiques montrent l'intérêt d'utiliser des lits plantés de roseaux ou autres pour la minéralisation, mais là c'est plutôt des procédés qui sont extensifs, pas vraiment, c'est plutôt des procédés qui prennent pas mal de place et qui ne sont pas adaptés à des grosses stations d'épuration. Maintenant, si on veut quand même donner une conclusion générale à ces grands axes que l'on retrouve dans la littérature, il faut quand même dire qu'il y a une grande prédominance des voies classiques. Il y a quand même une frilosité des industriels à changer la manière de faire. Il y a quand même peu de valeur ajoutée dans les boues. Tout à l'heure, on a parlé de produits-valeurs négatives. Donc ça reste quand même le point crucial par rapport à cela. Sachant que si l'on revient à cette fameuse échelle de l'ANSIC, la valorisation agricole reste un choix privilégié. Donc ce qu'on peut dire, on peut considérer que ça reste une voie d'avenir si on a un contrôle qualité. Alors on sait qu'il existe des sociétés qui sont spécialisées sur cette valorisation et les contrôles qualité, que ce soit Ecofert, que ce soit CED. Maintenant, il faut trouver c'est sûr d'autres voies, dans le cas où précisément la qualité n'est pas compatible avec la mise sur champ. Alors on peut également se poser des questions par rapport à une pression du secteur agroalimentaire. Quid de la présence de polluants organiques persistants, les fameux POPs comme on les appelle, quid des micropolluants. Donc tout ça pourrait remettre en question le secteur, mais voilà, donc je pense qu'on aura l'occasion d'avoir un éclairage par rapport à ça dans un des exposés de l'après-midi. Alors passons maintenant au projet en cours. Donc je ne vais pas revenir sur tout ce qui vous a déjà été exposé ce matin, donc si on regarde les projets vraiment innovants qui sont financés donc, par l'Union européenne, vous avez le projet Roots, dont le professeur Mény qui est ici est le coordinateur. Donc projet qui se termine l'an prochain, qui inclut 18 partenaires et qui à la fois joue sur la minimisation de la production de boue par des voies dont je vous ai parlé, tout ce qui concerne des méthodes liées plutôt à la biologie et autres, mais également tout ce qui concerne la récupération d'énergie ou de matériaux dans ces boues en question. Alors, les slides switch du français à l'anglais, pas du français à l'anglais, mais tout simplement parce que tous ces projets sont rédigés en anglais, donc je ne voyais pas l'intérêt de commencer à les traduire en français. Et donc le fameux consortium et les fameux work packages dont tout à l'heure le professeur Mény vous a parlé, vous les retrouvez ici, et donc avec ces fameux sous-parties qui sont sous-traités à différents groupes au niveau européen. Alors, Monsieur Sioun nous a parlé de End au Slug, donc c'est un autre programme financé par l'Union européenne dans le contexte du FP7. Donc là aussi, on va retrouver des notions dont j'ai parlé, réduire les quantités de boue, mais également aller trouver des nouveaux produits, des nouveaux marchés pour des produits à valeur ajoutée, essentiellement ici sur le volet fertilisant. Donc, projet qui se termine l'an prochain avec donc 14 partenaires, dont Waterloo, qui a bien expliqué de façon très très claire quels étaient finalement les rôles des partenaires et de Waterloo en particulier dans ce projet. Je reviens au phosphore. Il y a donc un projet européen en cours impliquant 14 partenaires, mais pas de partenaires belges, concernant donc la récupération en tout cas du phosphore au niveau de la valorisation des boues. Vous voyez, c'est le programme qui s'appelle PIREX, avec à la fois une récupération du phosphore depuis des cendres d'incinération, depuis les procédés de traitement des boues, mais également tout un volet d'implémentation à l'échelle européenne, et également tout ce qui concerne les aspects environnementaux et économiques, puisque ça reste quelque chose maintenant d'incontournable, quel que soit le projet que l'on veut mener à bien. Un autre projet en cours concernant la récupération du phosphore, avec un partenaire belge, Inspiro, 10 partenaires, 2012-2015 pour la validité de ce projet. Vous voyez qu'également, on va mettre en place des procédés. Ici, il se base sur le procédé qui s'appelle RECOFOS, qui permet en fait d'arriver à récupérer à un moment donné le phosphore dans les boues d'épuration par un procédé bien particulier qu'ils ont mis en place.
Et donc, pour les personnes vraiment intéressées dans ce domaine du phosphore, je les invite à aller consulter toutes les ressources qui se situent sur le site internet de ces projets. Alors, si on continue l'état des lieux, ou le petit panorama, alors il y a un projet très intéressant qui est en train de se terminer du côté de la Baltique, qui concerne la réduction de l'eutrophisation des rejets liés des rejets qui vont de la mer Baltique dans cette région. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'ils ont, comme souvent dans les projets européens, rédigé certaines publications qui sont accessibles gratuitement. Et notamment, ils ont édité un livre qui s'appelle Good Practices on Sustainable Sludge Management in Municipal Wastewater Treatment Plants. Et donc, dans ce guide, justement, ils mettent en place toutes les technologies qu'ils privilégient pour avoir à la fois un traitement des eaux usées qui soit efficace, mais qui permettent d'aller vers un rejet, précisément une réduction des rejets en phosphore. Alors, le projet SLOC, je l'ai mis dans la phase projet, donc c'est ce qui vous a été présenté tout à l'heure. Donc, c'est un projet qui est mené là par l'éco-technopôle de Wallonie, où là, ils essaient de mettre en place le fameux procédé d'oxyvapogazéification, pour faire en sorte de valoriser d'une nouvelle façon les boues d'épuration. Et donc tout ça vous a été présenté tout à l'heure par le professeur Albert Germain. Maintenant, à plus petite échelle, un petit mot sur les projets qui sont menés au sein du laboratoire de génie chimique. C'est pour ça en partie que je suis devant vous, c'est parce qu'on travaille sur les boues d'épuration depuis maintenant une bonne quinzaine d'années. Nos deux axes principaux, c'est d'une part d'évaluer l'impact de toute la filière boue sur le comportement à la fois en déshydratation mécanique et en séchage thermique. Alors, une opération de déshydratation mécanique, une simple filtration, ça paraît peut-être anodin, tout bête, mais on voit que dans la pratique, c'est pas toujours aussi simple que ça à mettre en place. Même chose au niveau du séchage, sécher, on met la boue en contact avec de l'air chaud, ça marche tout seul, avec Oneni, ça marche pas du tout seul. Donc on a eu beaucoup de retours d'expérience d'endroits où ça marchait pas du tout, on est allé un petit peu aider, voir ce qui se passait, et notamment à un niveau plus fondamental, ce que nous on essaie de voir, c'est quel est l'impact typiquement d'une opération de chaulage, on l'a fait une époque en collaboration avec l'OAS, l'impact d'une opération de digestion, mais également tout ce qui est opération de convoyage, pompage, stockage, sur le comportement au séchage, et on voit que ça peut impacter très très fort la façon dont la boue va se sécher. Et donc c'est vraiment quelque chose pour lequel il y a encore vraiment une recherche fondamentale à mettre en place. Et ce qui est un petit peu plus récent, dans un contexte plutôt combustible renouvelable qui pourrait entrer en gazéification ou pyrolyse, on étudie le séchage de combustible, bois-boue, et également le volet comportement en valorisation énergétique, mais c'est pour la suite. D'ailleurs, le postdoctorant qui travaille là-dessus est ici dans la salle. Alors, comme je vous ai dit, les projets en cours, il y en a pas mal, mais également ces dernières années, pas mal d'autres projets ont été financés et ont abouti dans certains cas. Mais ce que je trouve un petit peu dommageable, c'est qu'on a quand même finalement très peu de retours de ces projets européens et autres qui se terminent. Donc parfois, on voudrait avoir une vision plus claire et permettre d'avoir une transposition plus facile des résultats obtenus, mais c'est vrai qu'il n'y a pas toujours de diffusion à large échelle des résultats. Alors, parmi les projets que j'ai relevés, un projet financé en France par l'Agence nationale de la recherche, les fameux projets ANR, le projet Côté-DEM, qui la focalise vraiment spécifiquement sur la déshydratation mécanique. Donc c'était combiné à la fois un traitement électrique et physico-chimique, permettant d'améliorer la déshydratation mécanique de boue, à la fois boue industrielle et boue urbaine. Projet qui vient de se terminer l'an passé, avec des partenaires à la fois industriels et académiques. Manifestement, les résultats annoncés sont concluants, mais ils attendent une validation à l'échelle pilote. Donc certaines publications sont déjà accessibles, mais d'autres devraient suivre. Alors, un projet qui s'est terminé également, mais je rentre pas dans le détail, il y a le projet Neptune, où il y avait deux partenaires belges, LabMet et Aquafin, qui voulaient également aller vers l'optimisation de traitement de d'épuration. Innovatech en est un d'autre, Rimovals également, Suzanne également. Donc tout ça, ce sont des projets qui sont terminés, mais pour lesquels je trouve qu'on n'a pas vraiment une vision claire de réellement quels ont été au final les bénéfices de ces projets. Alors, un petit mot maintenant sur l'optimisation du séchage, sur les technologies et projets innovants. Tout d'abord, un petit mot sur l'optimisation du séchage, puisque le séchage, sans rentrer dans les détails, peut avoir un intérêt à la fois pour l'épandage agricole, puisqu'on va avoir un produit qui va être stabilisé, hygiénisé, facile à transporter, ce genre de choses, une texture sympathique. Pour la valorisation énergétique, ça va permettre également d'atteindre l'autocombustibilité si on monte en matière sèche à 30 à 45%. Si on va avoir un PCI qui est de l'ordre des ordures ménagères pour faire de la co-incinération, on va être de l'ordre de 60 à 90%. Et pour certains procédés de pyrolyse gazéification, on veut rentrer un produit assez sec. Là, on doit monter à plus de 85%.
Et dans le cas ici de la coincinération, vous voyez, on annonce des chiffres de l'ordre de grandeur de ceux qui étaient cités tout à l'heure, de l'ordre de 8400 ou 1500 kJ par kilo de boue. Alors si on parle du séchage, puisque c'est une opération qui rentre en préalable à pas mal de valorisation, ce qui est essentiel, c'est d'optimiser son coût, parce que vous voyez que quand on regarde les coûts associés au séchage des boues, vraiment c'est l'énergie qui compte pour 75%, et quand on regarde des valeurs moyennes de consommation, en gros, pour les technologies thermiques, on est à entre 700 et 1400 kWh de consommation d'énergie par tonne d'eau évaporée. Donc comment est-ce qu'on peut procéder dans la pratique pour essayer d'optimiser un petit peu ça? Augmenter la siccité des boues à l'entrée, ça vous est illustré ici. Si on prend comme référence ici une boue qui est à 25% de siccité, on peut voir que si on augmente la siccité de la boue à l'entrée, on va également augmenter pas mal, on va diminuer les coûts d'investissement qui vont être associés. Donc c'est vraiment très important d'essayer d'optimiser la déshydratation mécanique. Il faut également réduire les pertes, tout ce qui concerne, associé au design de votre sécheur, avoir un sécheur qui soit le plus optimal possible. Et on peut également récupérer de la chaleur présente sur le site quand c'est possible, avec du biogaz, incinérateur ou autre. Alors, quelques exemples de sécheurs qui ont essayé d'appliquer ces concepts. Vous avez un sécheur, par exemple, basse température, développé par Kruger, le Bioco, sans vouloir faire de pub pour aucun des constructeurs. Toutes ces données-là, vous pouvez les retrouver dans les publications qui sont citées à la fin de l'exposé. Vous avez le système InnoDry qui, lui, combine à la fois un sécheur évaporateur à film mince et un convoyeur à banc. Donc, c'est à la fois un séchage qu'on qualifie d'indirect, où la boue n'est pas mise en contact direct avec un agent chauffant, mais au travers d'une surface chauffée. Combinaison avec un sécheur à bande, où là par contre la boue circule sur des bandes transporteuses, l'air passe au travers. On a des récupérations d'énergie entre les deux opérations, et ça permet, selon les constructeurs, d'abaisser pas mal les consommations d'énergie. On peut aller encore vers du plus light, du plus soft, et tout ce qui concerne le séchage solaire. Évidemment, là, ça nécessite d'avoir des constructions qui sont conçues pour. On peut avoir des serres fermées avec des planchers chauffants. On peut couper ça avec de la géothermie. Il y a des projets qui sont en cours ici en région wallonne. Évidemment, les consommations d'énergie sont bien plus basses, mais c'est un procédé évidemment qui est beaucoup plus lent. Donc tout ça doit être bien planifié au niveau du design. Alors, par rapport à l'efficacité énergétique du sécheur, juste pour vous montrer que c'est crucial, ici vous avez une petite équation qui vous montre que si on regarde toute l'énergie qui va être consommée par les opérations à la fois de déshydratation mécanique et de séchage, et si on ramène ça à la chaleur latente vaporisation, si vous êtes à 1,25, donc au final vous consommez plus que ce qu'en théorie vous êtes censé consommer au global, vous voyez que la balance finale au niveau énergétique, entre la partie séchage et combustion pour la boue, est négative puisque vous dépensez plus d'énergie pour la partie séchage que ce que vous n'en récupérez par l'opération de combustion que vous mettez en place derrière, en considérant de nouveau un pouvoir calorifique qui est une moyenne acceptée. Par contre, si vous arrivez à vraiment optimiser vos consommations par rapport à la fois au séchage, la déshydratation mécanique, ici un chiffre annoncé de 0,4, vous voyez que là ça devient intéressant parce que finalement votre boue va vous rendre plus d'énergie lors de la combustion que ce qu'elle nous a demandé par rapport au séchage. Bon, là je vais aller simplement maintenant rapidement sur quelques petits exemples d'intégration énergétique. Donc valorisation de biogaz, ici vous avez un système où vous avez à la fois un sécheur à boue qui va être alimenté par des fumées chaudes qui sont issues d'un incinérateur, et derrière vous avez donc ces pellets qui vont être secs, qui vont alimenter l'étape d'incinération. Alors d'autres exemples également en cimenterie, où vous avez également la possibilité de récupérer la chaleur à la cheminée pour présécher des boues qui peuvent être alimentées donc, dans le four de cimenterie. Alors si on regarde maintenant au niveau vraiment de la gazéification, qu'est-ce qu'on peut avoir comme état de l'art ou comme réalisation de l'état actuel. Au niveau belge, ont été médiatisées il y a quelques années les études menées par l'unité terme du professeur Hervé Jeanmar à l'UCR en collaboration avec Kilowatt, où là ils ont un réacteur de gazéification à l'échelle pilote, un dixième qui est présent à l'université. Et donc là ils ont fait des essais à l'échelle pilote sur différents mélanges, soit de boue à boue, mais également sur des boues. Ils ont a priori validé la faisabilité de l'opération, tout en sachant que de nouveau la grosse difficulté de l'opération, c'est que c'est très dépendant de la nature de la boue au départ. Si on passe maintenant toujours en gazéification à plutôt l'échelle démo ou expérience industrielle, alors il y a vraiment des publications très récentes qu'on peut trouver qui datent de 2012,
qui émanent à la fois d'un consultant, Brown & Cadwell, alors qui ont été commandés par l'agence américaine de l'environnement, l'EPA. Et donc dans ces deux publications, on peut trouver des informations croisées, enfin, heureusement qui se recoupent, et qui mentionnent donc différents projets à l'échelle démo ou pilote. Certains pour lesquels c'est clair, l'expérience s'est arrêtée, soit parce que c'était voulu ou bien parce que simplement il y a eu des problèmes de faisabilité technique et autres, et qu'à un moment donné il y a eu, il n'y a pas eu d'intérêt de continuer, mais dans d'autres cas, on va le voir, il y a eu une transition réelle vers l'échelle industrielle. Donc, vous avez ici quelques exemples mentionnés d'essais à la fois en Allemagne, mais également au Japon, aux États-Unis. Justement, je parlais de transition industrielle, c'est le cas pour le Japon. Mais également, ce qui est mentionné, c'est que plus près de chez nous, en Allemagne, il y a deux installations qui fonctionnent, Balingen et Mannheim, du constructeur Kopf, donc avec une technologie en lit fluidisé, où ils valorisent 5,4 tonnes jour ou 13,7 tonnes jour en matière sèche. Et donc, manifestement, le pilote de Mannheim, en tout cas l'installation de Mannheim qui qualifie l'industriel, a été mise en route en 2012, donc l'an passé, il est toujours en état d'opération, on va dire ça comme ça. Vous avez une autre opération, plutôt un autre site industriel qui est mentionné, donc c'est à Sanford en Floride, un gazogène de technologie Updraft, donc de la firme Max West, qui tourne apparemment depuis 2009. Je mets toujours conditionnel parce que ces informations-là peuvent finalement tomber en désuétude assez rapidement en fonction de problèmes techniques et autres, et qu'on n'a pas la possibilité d'aller vérifier sur place que ces installations tournent toujours. Et par rapport à la transition industrielle, donc le fameux pilote qui a été mis en place à Tokyo, celui-là a été implémenté à une échelle plus grande en 2010 et manifestement tourne toujours également. Alors quand on regarde un petit peu ces études, on parle un petit peu évidemment des aspects économiques associés. Et c'est vrai que ce que l'on dit, c'est qu'en général, la rentabilité dépend fortement du prix de l'électricité dans le cas où il y a une cogénération qui est assurée, que l'électricité est revendue en partie sur le réseau. Alors pour terminer, un petit mot sur l'impact environnemental. On s'est difficilement passé à côté maintenant de ce qu'on appelle l'analyse de cycle de vie quand on parle de développement de nouveaux procédés. Donc c'est finalement une méthodologie qui permet, suivant une approche du berceau à la tombe, d'évaluer tous les impacts environnementaux associés à la production d'un produit ou bien un procédé en particulier. Il faut savoir que dans le domaine des eaux usées ou dans le domaine des boues d'épuration, il y a différents projets qui sont en cours ou des études passées. Au niveau des projets en cours, l'IRSTEA, anciennement CEMAGREF, est en train de terminer des études où vraiment certaines données sont déjà publiques, où ils ont vraiment évalué toute une série de filières de valorisation différentes, mais de nouveau la difficulté c'est d'obtenir des données fiables pour ce genre d'études. Et au niveau wallon, au niveau du laboratoire, on est en train de terminer toute l'analyse du cycle de vie, le cycle de vie de l'eau anthropique en région wallonne, donc depuis la production, distribution, traitement des eaux usées jusqu'à la valorisation des boues, et y compris tout ce qui concerne les eaux de pluie. Mais également, je vous disais, il y a également pas mal d'études passées, une bonne dizaine quand on regarde un petit peu sur les 10 dernières années. Mais comme je vous dis, il y a une complexité vraiment à divers niveaux, à la fois au niveau de l'inventaire, donc récolter les données, au niveau des allocations. Donc ça veut dire comment est-ce qu'on répartit l'impact si j'ai différents produits qui vont sortir de mon process, si j'ai des boues que je valorise à la fois comme électricité, comme matière, comment est-ce que je fais pour répartir les impacts. Donc tout ça n'est jamais très simple. Et donc c'est vraiment à poursuivre. Alors pour terminer, le futur et maintenant. Donc c'est un petit peu des petits flashs, quelques questions. Quid d'une harmonisation européenne, utopie ou non? On en a parlé à plusieurs reprises. C'est vrai qu'on se rend compte que c'est quelque chose qui n'est pas la règle aujourd'hui. Concernant la valorisation agricole, je pense qu'on peut continuer à aller vers une valorisation qui est, on va dire, sécurisée. D'autres comment en parleront. Par rapport au développement sur le volet matière, je pense qu'il faut les poursuivre, mais tout ça est quand même grandement conditionné par les aspects économiques. Pour tout ce qui concerne le volet énergétique matière, là aussi, il faut continuer à optimiser les procédés. Quid des transferts technologiques, mais également les retombées des projets européens. C'est ce que je disais, on n'a pas toujours vraiment de vision claire de ce qu'ont apporté les différents projets européens qui sont terminés. Et il reste évidemment toujours de la place pour de nouvelles idées. Donc quand on dit nouvelles idées, il y a évidemment un point important, c'est de poursuivre les activités de recherche. Là, je vous ai listé, mais je ne vais pas du tout le faire ici devant vous, quelques exemples de thèses de doctorat. On voit que dans le monde, en tout cas européen, pas mal de labos continuent à chercher dans le domaine des boues, que ce soit sur le volet déshydratation, sur le volet séchage, mais il y a également d'autres équipes qui travaillent encore sur la digestion, sur l'incinération. Donc typiquement en Pologne, on travaille beaucoup sur la gasification également, donc c'est pas exhaustif du tout, mais c'est pour vous montrer que voilà, la recherche est toujours en cours. Dans le même temps, il faut poursuivre le développement.
Donc ceci vous montre, c'est un graphique que j'ai repris justement d'une des présentations des consultants concernant la gazification, que finalement, quand on regarde le stade de maturation des différentes voies de valorisation des goûts par rapport au temps, on voit que ce qui est bien connu, et encore, il y a encore des moyens d'optimiser, tout ce qui est digestion anaérobique, incinération, séchage, on est déjà comme dans une phase assez avancée. On voit que tout ce qui concerne encore l'oxydation par humide, la gazification, la thermolyse, évidemment encore beaucoup de place pour l'amélioration et pour l'optimisation de ces procédés, donc évidemment encore du travail. Et au-delà de ce travail, mais également de l'innovation, je pense qu'il y a une chaîne de compétences à valoriser en région Wallonne. Et donc je vous renvoie pour ce faire vers la cartographie des acteurs wallons. J'imagine que certains d'entre vous y figurent. Et donc qui avait été réalisée il y a maintenant 2 ans par les clusters Valplus Études qui co-organisent cette journée. Alors, pour en savoir plus, une petite liste non exhaustive de certaines publications que j'ai citées. Il y aura évidemment beaucoup plus de références. Si vous le désirez, vous pouvez toujours me contacter. Et là, je pense que je suis arrivée au terme de ma présentation et je vous remercie pour votre attention.